Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 20 septembre et à la une de ce journal, la réforme des retraites, dossier politique ô combien sensible. Il s'agit d'une des mesures phares du programme d'Emmanuel Macron qui consiste à uniformiser les règles de calcul des pensions. Son contenu doit encore être précisé au fil des prochaines semaines, mais pour l'heure, ces grands axes rencontrent une grande impopularité. Mayotte ne fait pas figure d'exception. Patronat comme salariés se soulèvent contre ce projet gouvernemental. Alors quelles en sont les raisons? Comment le territoire sera-t-il impacté par cette réforme en profondeur? Un sujet signé Marion Tellier. C'est un système de retraite universel qu'a décidé de mettre en place l'exécutif. Il s'agit là d'un modèle dans lequel 1 euro cotisé donne les mêmes droits quel que soit le statut de celui qui a cotisé. Le gouvernement s'est engagé à 2 promesses. La première, l'âge légal de départ à la retraite n'augmentera pas. La seconde, le montant des pensions ne baissera pas. En revanche, certains régimes spéciaux disparaîtront. Un nouveau calcul qui inquiète et révolte les syndicats, à l'instar de la CGTMA. Il y a d'autres moyens de création de richesse pour combler les trous de la sécurité sociale. Malheureusement, au lieu de chercher ces moyens, les gouvernements successifs vont taper à chaque fois sur les salariés, malheureusement. À Mayotte, cette réforme rencontre d'autant plus d'impopularité. Et pour cause, l'île est déjà soumise à un système de sécurité sociale particulier, désavantageux par rapport à celui appliqué en métropole. Quand vous êtes smicard et que vous prenez votre retraite, vous touchez entre 200 et 300 euros. Quand vous êtes cadre, que vous touchez 4 000, 5 000 euros, vous touchez au maximum 1 000 ou 1 200 euros. Alors qu'en métropole, quand on touche 3 4 000 euros par mois, la retraite, on est aux alentours de 1 700, 1 800 euros. À Mayotte, c'est plafonné, ça ne peut pas aller au-delà de 1 200 euros. Pour contester cette réforme et porter ses autres revendications concernant les retraites à Mayotte, la CGTMA lance un appel à la mobilisation pour la journée du mardi 24 septembre. Du côté du patronat, le dossier est là aussi sensible. Cette réforme apportera certainement, va faire beaucoup de mal à certaines activités, mais nous, on est très loin de cette réforme. Je dirais, moi, étant travailleur indépendant, je n'aurai pas de retraite. Aujourd'hui, il n'y a aucune visibilité sur ma retraite. J'emploie aujourd'hui plus de 200 personnes, je paye plus de 300 000 euros de salaire par mois à des gens, je cotise à la Caisse de sécurité sociale pour eux, mais pour moi, il n'y a rien. Et ça, c'est une injustice sans nom et sans précédent. À l'échelle nationale, c'est bien la question des 42 régimes spéciaux qui devrait s'avérer épineuse. Dans son programme, Emmanuel Macron avait précisé que les taux de cotisation et les conditions d'âge pourraient différer. Le gouvernement pourrait donc jouer sur ces critères. Les assurés des régimes spéciaux pourraient continuer à bénéficier de leurs avantages à condition de cotiser plus. Pour l'heure, difficile de tirer des conclusions. Le gouvernement tente d'éteindre les braises et poursuit les discussions avec les partenaires sociaux. Ces négociations doivent durer jusqu'au mois de décembre pour que le texte de loi soit soumis au vote du Parlement d'ici l'été prochain. Éducation maintenant. Lundi, le personnel éducatif du lycée de Kahani a débrayé durant 30 minutes pour protester contre l'agression d'un professeur. Un élève en retard en cours l'a frappé car mécontent de ne pas être accepté en classe. Pour la CGT Éducation, il s'agit là d'une nouvelle preuve que les conditions d'exercice se dégradent à Mayotte. Le syndicat réclame donc des moyens, tant matériels qu'humains. Écoutons plutôt Quentin Cède lors de la matinale de Coésie. Ça fait déjà quelques temps qu'on a alerté sur la dégradation du climat scolaire et sur les violences aux abords d'abord des établissements. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ça. Et puis ça a commencé, la violence à rentrer dans les établissements. Et la première violence, elle est entre élèves. Parce que les premières victimes des violences, ce sont les élèves eux-mêmes, il faut bien le dire. Et l'immense majorité des élèves, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement violents. Mais ce qu'on a dit, c'est que ce qui va se passer, c'est que dans un troisième temps, après être aux abords dedans, ce sera malheureusement, ça va arriver dans les classes. On sait qu'il n'y a pas de solution miracle, bien entendu, que le phénomène de violence qui existe à Mayotte, d'ailleurs, c'est le contexte de Mayotte qu'il faut envisager. Nous, on pense que la solution, c'est l'éducation, tout simplement. Il n'y a pas d'autre solution que l'éducation. Et c'est pour ça que nous demandons depuis pas mal de temps déjà des moyens suffisants, puisque dans les établissements scolaires de Mayotte, nous n'avons pas, que ce soit matériellement ou humainement, les moyens suffisants pour faire notre travail d'éducation. Lorsqu'il y a un problème de violence juvénile,
D'ailleurs, on dit souvent, oui, mais c'est pas de violence scolaire. Peu importe. S'il y a un problème de violence juvénile dans une société, c'est qu'il y a un souci au niveau de l'éducation. C'est que l'éducation ne joue plus son rôle. Santé dans votre 19h. Selon les dernières recherches sur cette maladie, en 2020, 3 millions de personnes en France seront concernées par la maladie d'Alzheimer. Chaque année, 225 000 nouveaux cas sont recensés et Mayotte n'est pas épargnée. Mais depuis 2015, l'association France Alzheimer se développe localement. Demain, une journée est organisée à Chiconi pour sensibiliser le grand public sur cette maladie et toutes celles qui y sont apparentées. Au montage, Leslie Vumenet. La maladie d'Alzheimer touche des centaines de personnes à Mayotte. Restée taboue pendant longtemps, aujourd'hui cette pathologie est diagnostiquée localement. À Chiconi, on a créé il y a 1 an un centre de consultation où les patients peuvent venir se faire évaluer à distance par des psychologues spécialisés en neuropsychologie du réseau Aloïs. Tous les dossiers sont revus par un neurologue, le plus souvent moi-même, pour poser un diagnostic, si possible le plus précocement possible pour donner des recommandations à la famille pour éviter l'aggravation et l'entrée dans la dépendance du patient, premièrement. Et deuxièmement, et ça c'est très important également, pour prévenir l'entourage, les aidants, de ce qui va se passer pour les armer, pour éviter qu'ils tombent dans un épuisement, un burn-out. Souvent les malades s'en rendent compte eux-mêmes mais ne font pas les démarches pour se faire diagnostiquer. Ce sont donc les proches qui dans la plupart des cas accompagnent les porteurs de la maladie. C'est pour cette raison que l'association France Alzheimer mène un important travail pour former des aidants au niveau local. On a organisé les formations des aidants. Ça c'est quelque chose qu'on a mis en place qui est très important parce que tout à l'heure vous avez dit on laisse les malades, nos proches, et on va au boulot ou on va partir même, on a besoin de se reposer mais on ne sait pas comment faire. Et là on a organisé cette formation et on a organisé aussi des groupes de parole pour écouter les aidants parce que ça aussi c'est nécessaire parce qu'ils ont des douleurs. Et il faut les écouter, il faut les accompagner. Donc, depuis 2016 qu'on a créé l'association, jusqu'à aujourd'hui, il y a vraiment la lumière qui s'allume. Une lumière, même si cette maladie reste aujourd'hui encore incurable. Néanmoins, il existe des manières de limiter les risques de déclarer Alzheimer. La plus fréquente à Mayotte n'est pas la maladie d'Alzheimer, mais c'est la démence vasculaire qui précède, c'est-à-dire qui arrive beaucoup plus jeune que l'Alzheimer. Donc là, il y a quelque chose à faire ici. Parce que ces maladies vasculaires, elles se préviennent. On peut les prévenir. Donc il faudrait lancer, par le contrôle des facteurs de risque vasculaire et en particulier l'hypertension artérielle. C'est-à-dire qu'il faudrait lancer, et ça c'est l'idée de Zalia Amadafaki, de lancer une campagne de prévention pour sensibiliser la population à prendre en charge le plus tôt possible les facteurs de risque des accidents vasculaires. D'abord l'hypertension artérielle, c'est-à-dire changer de mentalité, prévenir la population que quand on a une hypertension artérielle, il faut prendre son traitement à vie. Ne pas l'arrêter parce que ça va mieux. Il faut soigner son diabète, il faut faire du sport, il faut ne pas trop fumer, enfin ne pas fumer quoi. Le burn-out frappe de nombreux proches de personnes ayant contracté la maladie. Afin de sensibiliser le grand public, ce samedi, l'association France Alzheimer organise un événement dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre cette maladie. À partir de 7 h, plusieurs stands seront proposés en partenariat avec l'ARS ou encore la CSSM. Tout le monde est invité à participer. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment la réaction du conseil départemental après le conseil portuaire ou encore ce sauvetage de 2 pêcheurs à la dérive. Au montage, Leslie Vumenet. Voilà une histoire qui finit bien. Mardi dernier, alors que l'équipe du parc naturel marin effectuait une mission dans la Passe en S, un message relais de détresse a été reçu par la radio VHF du bateau du parc, le Mtsunga. 2 pêcheurs à bord d'une pirogue à balancier venaient de chavirer au nord de Petite-Terre. D'autres navires, dont celui de la gendarmerie maritime, ont répondu à l'appel de détresse et ont intégré rapidement le dispositif de secours. Un hélicoptère était également engagé dans les recherches. Finalement, les 2 pêcheurs ont été retrouvés par l'équipe du parc naturel marin à proximité du récif, non loin de l'endroit du signalement. Ils venaient de remonter sur leur pirogue à balancier après avoir passé plus d'1 heure dans l'eau. Fatigués mais en bonne santé, ils ont été pris en charge par l'équipage du Mtsunga et ramenés à terre avec leur pirogue.
Fort heureusement, les deux pêcheurs étaient en possession de leur gilet de sauvetage et d'un moyen de communication. Dans un communiqué, le conseil départemental assure qu'il entend bien continuer de revendiquer la gestion des fonds européens. L'institution souhaite devenir autorité de gestion pour la période 2021-2027 et il est indiqué que la collectivité de Mayotte ne partage nullement l'argument selon lequel ce transfert potentiel, en différant les procédures en place, pourrait pénaliser les porteurs de projets. Pour le département, la stabilité des effectifs s'avère au contraire un gage supplémentaire de réussite. Oui, mais voilà, l'État ne l'entend pas de cette oreille et l'a fait savoir dans un courrier. Le conseil départemental considère que ce courrier, formulé par un conseiller au cabinet du Premier ministre, n'est toutefois pas une fin de non-recevoir. Il appelle de la part de la collectivité de Mayotte une réaffirmation claire des arguments déjà énoncés dans son courrier du 14 mai. Le conseil départemental assure qu'il répondra dans le détail avec le souci de rappeler une position constante et juste, soucieux également d'infléchir la position affichée par l'État à ce stade. Et le conseil départemental a également décidé de communiquer suite au conseil portuaire qui s'est tenu le 18 septembre dernier sous la présidence de Mohamed Sidi, vice-président du conseil départemental de Mayotte, en l'absence de la présidente de MCG Idanel. Selon l'institution, lors de cette séance, un certain nombre de dossiers concernant la vie du port ont été examinés. Il a été décidé la création de 2 groupes de travail, l'important sur les tarifs portuaires et l'autre sur l'élaboration des statistiques portuaires, sous l'égide de l'État et du conseil départemental, avec les usagers et le concessionnaire pour définir les modalités d'établissement et de certification de statistiques portuaires fiables. Par ailleurs, le président du conseil portuaire a proposé qu'avant chaque conseil se tienne une réunion de préparation sous l'égide du CD avec les usagers du port de commerce, le concessionnaire et l'État pour examiner en amont les sujets inscrits au conseil portuaire. Ces membres ont pris acte en le regrettant de l'absence de fourniture des comptes 2018 et du budget 2019 du délégataire MCG. Environnement. Pour clore cette édition, l'Agence régionale de santé est chargée de réaliser des contrôles sanitaires de l'eau du robinet. Après 559 prélèvements au cours de l'année 2018, l'ARS a sorti il y a 2 semaines un communiqué pour attester de la potabilité de l'eau à Mayotte. L'occasion pour la population de réfléchir à 2 fois avant d'acheter de l'eau en bouteille. En effet, les bouteilles en plastique sont l'une des nombreuses causes de pollution de l'île. Paul-Arthur Avit est parti à la rencontre des naturalistes pour en savoir plus. Reportage. Dans le palmarès des déchets que l'on trouve sur la plage, les mangroves et les rivières, les bouteilles en plastique tiennent tête aux tongs et aux canettes. Mis à part le tri sélectif, pour essayer de limiter ce phénomène, d'autres solutions peuvent se révéler moins onéreuses. Par exemple, arrêter d'acheter des bouteilles d'eau et passer à la gourde et la carafe pour limiter les déchets plastiques qui mettent plusieurs centaines d'années à se dégrader. Les bouteilles plastiques constituent effectivement un déchet qu'il faut ensuite gérer. Il faut savoir que les plastiques en général, ils mettent 500 ans à se dégrader. Et donc, quand on voit la quantité de bouteilles plastiques qui sont rejetées dans la nature, c'est-à-dire en fait rejetées dans le lagon au final, vous imaginez le temps qu'il faudra pour que tout cela disparaisse. Avec l'augmentation du pouvoir d'achat et des grandes surfaces sur l'île, on peut craindre une recrudescence des déchets plastiques dans le lagon d'ici les années à venir. En novembre, sera organisée au niveau européen une semaine de réduction des déchets. Les naturalistes de Mayotte, pour leur part, vont tenter de mettre l'accent sur un type de déchets particulier, les plastiques. Ce que l'on envisage pour cette semaine européenne de réduction des déchets, c'est justement de mettre l'accent sur les déchets plastiques et réduire considérablement la production de déchets plastiques. Alors c'est plusieurs objectifs, par exemple les sacs plastiques qui devraient théoriquement être complètement interdits à Mayotte comme sur le reste du territoire français. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Les grandes surfaces mahoraises, pour leur part, ne vendent plus de sacs en plastique mais des sacs en papier. Le problème se pose maintenant avec les petits magasins et les particuliers qui, par manque de moyens, ont encore recours à l'usage de ces sacs polluants. La population de l'île va devoir redoubler d'efforts pour éviter que dans quelques années, l'île au lagon se transforme en île au plastique. Et place maintenant aux invités de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Marie Reynaud, cofondatrice de l'école démocratique Horizon. À ses côtés, Sam Yanti, qui est facilitatrice d'apprentissage. Mesdames, bonsoir. 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 Ravi de vous accueillir. Alors, on va parler d'environnement, on va parler d'éducation, mais avant d'environnement,
parce que justement aujourd'hui vous avez organisé une journée un peu spéciale de ramassage des déchets à Tsingoni dans le cadre du World Cleanup Day. Je commence peut-être avec vous, Marie Reynaud, vous êtes la cofondatrice de l'école Horizon, de l'association aussi, parce que c'est une association Horizon. Pourquoi avez-vous voulu participer à ce World Cleanup Day? Il y a d'autres organismes qui participent, je pense à Yes We Can It notamment. Pourquoi vous avez voulu que vous et les enfants aussi participent à cet événement en particulier? Tout simplement parce que l'école dans laquelle nous évoluons est un lieu éco-école où qu'on défend vraiment quotidiennement l'environnement et donc la place des enfants sur leur territoire et l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Donc c'est pour ça que ça nous semblait important aujourd'hui de s'inscrire aussi dans cette démarche, même si quotidiennement nous travaillons dans ce sens-là. Voilà. Justement, ces enfants, comment ils réagissent aujourd'hui, comment ils ont réagi? On va voir des images de ce ramassage, comment ils ont réagi face à tous ces déchets. Là, vous étiez autour du stade de Tsingoni. Comment ils réagissent et comment ils prennent finalement ce qu'ils voient, j'imagine, avec parfois horreur? Oui, ils prennent conscience en fait surtout de nos manières de consommer. Le trajet des déchets, ce genre de choses, ça passe de la fabrication à l'achat et donc du coup à la consommation, pardon. Et donc du coup ils prennent conscience que ça a un impact énorme et qu'il faut après justement agir pour le bien-être de tous en fait. Donc être éco-responsable dans ses achats, être acteur et favoriser le local. Donc ils sont quand même. Ce sont les enfants qui doivent être les ambassadeurs et oui. seront les ambassadeurs, notamment sur une île où plus de la moitié de la population est mineure. Ce sont eux qui seront les ambassadeurs et qui devront justement porter cette cause dans l'avenir. Exactement, hein. Là c'est vraiment un travail citoyen et ça se passe dès le plus jeune âge. C'est une formation qui est tout au long de la vie, mais les enfants sont les citoyens de demain. Donc il faut aussi qu'on s'appuie sur eux pour l'avenir de l'île et de la planète, quoi. Alors Samianti, je me tourne vers vous, vous êtes facilitatrice d'apprentissage. Comment ça s'est passé cette opération? Comment ça s'est déroulé avec les enfants et notamment les chiffres? Parce que je crois que vous avez ramassé pas mal de déchets. C'est ça, bonsoir. Eh bien, figurez-vous que les enfants, ils tombaient de haut, si on peut se dire. C'est qu'ils ne comprenaient pas comment on puisse consommer autant et jeter n'importe comment, n'importe où, excusez-moi. Et donc, ils se posaient beaucoup de questions et ils étaient frustrés aussi de ne pouvoir, parce qu'on n'a pas pu tout ramasser. Donc, c'était l'heure de rentrer et que voilà, on avait aussi des tout petits de 2 ans et demi, 3 ans et ils commençaient à être fatigués, donc on est vite rentrés. Donc voilà. Mais oui, pour 1h30, 2 heures, on a ramassé 1400 litres avec les tout petits, ce qui est quand même c'est considérable. Voilà, assez important. Qui reste moins par rapport à l'année dernière, parce que les petits, c'est que cette année qu'on commence à les maternelles, c'est que cette année qu'on a ouvert cette session. Mais il y a d'autres opérations qui vont arriver prochainement. L'année dernière, il y en a eu 2. Cette année, il y en aura déjà 2, donc peut-être plus. L'objectif, c'est de pérenniser, justement, d'essayer d'organiser, parce que c'est aussi un travail à long terme pour sensibiliser les enfants. Oui. Et sensibiliser la population, parce qu'on dit souvent que les enfants, ce sont eux qui vont dire aussi aux adultes, à leurs parents, non, il ne faut pas faire ça, et qui vont finalement, comme on disait, devenir ces ambassadeurs. Donc il faut répéter ce genre d'opération. Tout à fait. Tout à fait, on va répéter de toute façon, comme elle a dit Marie, c'est quelque chose qu'on fait déjà dans le centre de la structure. Au quotidien, il n'y a rien que, voilà, on consomme, on essaie de réduire la consommation au maximum. Le tri aussi, il y a le tri, il y a le compost, on réutilise derrière. On a le projet de réutiliser les objets ramassés et voir ce qu'on pourrait. C'est ça, on essaie de respecter les 5, comme on dit, les 5 R. Je vais les appeler, c'est réduire, réutiliser, recycler, refuser, voilà, quand on n'a pas besoin d'utiliser, et réparer, parce qu'ici, beaucoup ne réparent pas, c'est cassé, on rachète. Jette à la poubelle. C'est ça. Donc on essaye d'aller vers ce concept-là.
Parlons justement de l'école démocratique, puisque c'est la deuxième rentrée de cette école. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez senti un engouement? Est-ce qu'il y a plus d'élèves? Est-ce qu'on reste sur le même nombre d'élèves? Certains vous ont quitté, d'autres sont arrivés. Où est-ce qu'on en est? Alors, ça se passe très bien. On a sensiblement le même nombre d'élèves que l'année dernière. D'autres vont nous rejoindre en cours d'année. Voilà. La particularité, c'est d'avoir ouvert aujourd'hui à partir de 3 ans. Donc, ça donne une autre dynamique. C'est assez chouette. Ça donne aussi une fraîcheur dans l'équipe. Donc, voilà, dans le collectif. Il y a des anciens qui sont restés, d'autres qui nous rejoignent, qui rejoignent l'aventure. Donc, c'est bien. Ça fortifie un petit peu les liens et ça confirme aussi tout ce qui a été mis en place l'année dernière, quoi. Alors, effectivement, l'objectif aussi de cette école, c'est que les enfants travaillent tous ensemble. Bien sûr, choisissent un peu ce qu'ils ont envie de faire et les priorités, mais on imagine, vous venez de le dire, qu'on ne travaille pas pareil lorsqu'on a finalement des sections de maternelle entre 3 ans jusqu'à 15 ans, 16 ans ou 17 ans. Je ne sais pas la tranche d'âge que vous avez, 16 ans aujourd'hui. C'est pas compliqué de réussir à faire travailler tout le monde en même temps. Comment ça se passe sur le terrain? On parlera avec la facilitatrice peut-être. Ouais. Bah, justement, Sam, peut-être que c'est aussi votre champ de travail. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe que nous avons des espaces. Nous avons beaucoup d'espaces, ce qui est notre avantage. Et ça permet en fait à chaque les espaces de proposer des projets. Et il y a toujours des petits groupes de membres pour faire. Il y a toujours des projets différents. Le principe, c'est aussi qu'ils s'apprennent l'un et l'autre, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se guident. C'est aussi ça l'objectif? L'objectif, c'est que nous, notre rôle, c'est on les accompagne. L'objectif, c'est qu'eux, ils proposent des projets. Et nous, les facilitateurs, on met en place des supports. Donc, Marie, on met des supports et on essaye de répondre à leurs questions, à leurs besoins, afin qu'ils arrivent seuls, on les rend autonomes. C'est aussi ça l'objectif. C'est ça. Marie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, c'est vraiment un lieu de vie où on peut apprendre de tous et à tout âge, en fait. Et les enfants définissent leurs propres objectifs, définissent leur parcours d'apprentissage, réfléchissent aussi avec quels acteurs du territoire ils peuvent travailler. Donc voilà, c'est un lieu où il y a toujours des tonnes de projets qui émergent et c'est juste extraordinaire, quoi. Justement, ces projets, quels sont-ils? Est-ce qu'on peut, je sais pas, en citer quelques-uns? Peut-être ceux de l'année dernière ou ceux qui sont déjà pour parler cette année? Marie, peut-être? Oui, là, notamment donc, le projet autour de l'environnement, dans le cadre du label Éco-École. Bon, on n'en fait pas encore partie, mais on tend peut-être à travailler là-dessus. Donc ça, c'est un gros projet. Il y a également, dans très peu de temps, les droits de l'enfant, les 30 ans des droits de l'enfant qui vont être célébrés. Donc l'école va être aussi acteur de ce temps de célébration, on va dire. Voilà, donc ça va être 2 gros projets phares. Après, on verra aussi au fil de l'eau. Et justement, est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à travailler avec les acteurs aussi de l'éducation? Je pense le vice-rectorat, vous étiez déjà venu parler. C'est un peu compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des rapprochements qui se font, notamment pour reconnaître l'école? C'est aussi un des objectifs, j'imagine. Où est-ce qu'on en est aussi sur ces dossiers importants? La relation avec le vice-rectorat est toujours correcte. Là, maintenant, on rentre plus dans un système de suivi, d'accompagnement, d'expertise aussi de leur part pour nous accompagner pour le bien-être des enfants et voilà, dans le suivi du socle. Un dernier mot, Sam Mianti, justement, comment va se dérouler, comment vous voyez cette année un peu particulière, un peu différente de l'année dernière, puisque vous n'avez pas la même tranche d'âge. Comment vous appréhendez cette année scolaire? Plutôt sous de bons auspices? Oui, plutôt bonne, parce que au final, les grands qui étaient là l'année dernière, enfin je dis les grands parce que là on n'avait pas maternelle, eh bien ils apprennent à faire autrement, à travailler autrement et à être plus... c'est une autre dynamique, c'est ça, vous en parliez. Plus responsable du coup, parce qu'il y a des plus petits, il y a des endroits qu'ils n'ont pas forcément accès, ou voilà, et donc plus responsable. Et on imagine que vous aussi, vous évoluez en même temps que ces enfants, tous les jours. Que vous aussi, votre manière de les aider, elle évolue au fur et à mesure?
Eh bien, tous les jours, en fait, on évolue. Tous les jours, surtout quand on est avec les enfants, il y a des choses, ce sont toujours eux qui proposent la plupart du temps. Enfin, c'est ça l'idée. Donc, on apprend, on va à la maison, on a d'autres choses à faire, on va faire autrement. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Merci beaucoup en tout cas, et puis on viendra vous voir à l'école démocratique justement pour vous suivre, pourquoi pas, pendant une journée pour voir un peu comment ça se passe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis aussi pour ces belles initiatives en faveur de l'environnement. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Quasi.